Bonjour tout le monde. Eh ben j'ai pris quelques jours, ça m'a fait du bien. Donc comme vous avez pu le constater, il n'y a pas eu de live de talk samedi, volontairement, et j'ai pris quelques jours, mais j'ai envie de faire une vidéo géopolitique, de me livrer à un petit scénario. Donc vous êtes nombreux à me demander, à ton avis, comment vont s'y prendre les Américains pour attaquer l'Iran. Je vous ai fait une ébauche de réponse en live, mais je voulais vous faire une vidéo et envisager un petit peu les différents scénarios qui se proposent à nous. Alors, on le fait de manière... c'est purement amateur, hein. Il y aura peut-être pas tous les scénarios, ça va peut-être pas se passer comme ça, c'est pas une prévision, c'est pas une prédiction, hein. Non, on se fait un petit scénario, les forces en présence, tout ça. L'Iran, ben, vous avez la carte là, hein. Donc c'est une carte élargie, on voit pas complètement l'Iran, mais si tu veux voir l'Iran, regarde, hein, tu vois, voilà, l'Iran est là, mais moi je voulais d'abord, si tu veux, te montrer surtout ce qui est important, le croissant chiite. Le fameux croissant chiite. Alors, je m'excuse, je fais plusieurs choses en même temps. Alors là, on fait comme ça. Là, on fait comme ça. Et ouais. J'ai... OBS. Bon, enfin, je mets pas 2h30 moi pour le déclencher, mais... voilà, non, je préfère te montrer ça comme ça, c'est-à-dire l'Iran, l'Irak, qu'est-ce qu'il y a encore? La Syrie. Avec là les va-nu-pieds là, tu sais, les FDP, non pas FDP, FDS, qui ont piqué un tir aux Syriens, regarde, ouais, c'est n'importe quoi, tu sais, les terres historiques. Israël, le Liban. Pourquoi? Parce que c'est là que ça va se passer, ça va pas se passer qu'en Iran. Donc c'est très simple. Le scénario, mais d'abord, avant de te poser la question, avant de te poser la question du scénario, pose-toi la question à savoir que veulent réellement les Américains, en admettant, puisque c'est apparemment c'est ça, hein, apparemment c'est un gros coup d'esbrouf de Trump, le super négociateur qui n'a rien négocié jusqu'à maintenant, je veux dire. Tout ce qu'il a fait, c'est dénoncer des traités, faire le beau. Avec la Chine, il est en train de perdre, et avec le Venezuela, il est en train de perdre. Avec les Russes, ça marche pas, même si les Russes lui lèchent la main, on va le dire, parce qu'on va en parler du rôle trouble des Russes, hein, qui apparaît de plus en plus. En tout cas, pour les protagonistes, les Russes jouent un jeu trouble. Pour les analystes et les vrais analystes, hein, pas les mecs qui vont... Thierry Messant, il a dit ça, alors il est meilleur que toi, alors c'est la vérité. Voilà, non, non, les vrais analystes se posent des questions de plus en plus sur le rôle de la Russie, qui visiblement en Syrie ne cherche qu'un os, ne cherche qu'à obtenir un os, quelque chose qu'il pourra échanger pour avoir la paix en Ukraine. Il a déjà proposé ça avant 2015. Bah, il a quasiment proposé de lâcher la Syrie si on l'emmerdait pas sur l'Ukraine, si on le laissait la Russie devenir une puissance régionale. Et ça, je ne l'invente pas. Je veux dire, ça c'est... Il suffit de travailler un peu la géopolitique pour le savoir. À l'époque, l'OTAN, qui était en position de force, lui a dit non. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est venu s'installer en Syrie, hein. Il est juste venu rééquilibrer et maintenir un régime et surtout avoir une carte à jouer. Les gens se posent des questions sur le rôle trouble de Poutine avec Israël parce qu'il semble qu'ils ont une entente secrète. On vient aussi de le voir là, puisque les Israéliens... Alors, tous les gens qui m'insultaient, qui ont découvert les S-300 en 2018... hein, tous ces gens-là, vous êtes où là? Ben écoute, les Israéliens, ben, c'est journée porte ouverte en Syrie. Ils bombardent, ils lancent, ils arrivent. Alors je ne dis pas qu'ils arrivent avec plein d'avions, puisque les avions font de rapides incursions. Quand c'est pas des avions, c'est des systèmes sol-sol, ou alors c'est des missiles tirés par des avions. En Méditerranée, je crois savoir que Poutine avait déclaré en début d'année dernière, enfin après en tout cas l'incident de l'Ilyushin 28, que ces têtes brûlées ne pourraient plus refaire ce qu'ils faisaient jusque-là, c'est-à-dire des centaines d'attaques sur la Syrie, avec le prétexte iranien. Donc Poutine disait qu'on allait installer des systèmes patati patata, enfin 40 milliards d'années après, il a décidé d'installer des systèmes qui apparemment ne fonctionnent pas. En tout cas, ça n'empêche pas les Israéliens de bombarder au Golan, de bombarder là où ils veulent. La Bastécat, ils l'ont bombardé peut-être 4-5 fois. Au bout d'un moment, on se pose des questions. Donc vous voyez là, tous les gens qui ont découvert les S-300... en 2018, qui ne savaient même pas ce que c'était qu'un système TOS, enfin non, à la limite on va pas parler de ça, mais un système Tor, ou... bah, vous me faites bien rigoler. Alors les S-300 qui ont sécurisé la Syrie, le gentil Poutine, voilà, voilà.
quand des benets font de la géopolitique et mettent des émotions un peu partout et voient des bons et des méchants, hein, parce que c'est typiquement une vision binaire, hein, qu'ont des deux côtés les gens. On est les bons et les autres ils sont méchants. Ben non, tu vois, il n'y a que des gens gris dans l'affaire. Et que des rapports de force, il n'y a pas de droit. Alors on va y venir à tout ça, mais il est bon de présenter aussi tout ça et de montrer un petit peu, ben écoute, de reprendre une analyse et de montrer que de plus en plus de gens commencent à se poser des questions sur Poutine, sur ses intentions, qui sont de plus en plus claires. C'est se poser en acteur incontournable dans la région. Écoute, il est venu en Syrie pour aider les Syriens et en fait il a bossé avec les Turcs, il a bossé avec les Américains, il a bossé avec les Israéliens, il a bossé avec les Jordaniens, il a bossé avec tout le monde. La Syrie est amputée d'un tiers de ses territoires. Je ne parle pas de la partie où il y a des Turcs, puisque les Turcs veulent installer, ne veulent pas occuper finalement. Il y a des garanties qui ont été données, voilà pourquoi personne ne les calcule, c'est parce qu'ils ne veulent pas s'installer. Eux, ce qu'ils veulent, c'est sécuriser leurs frontières, et là-dessus, tout le monde peut les comprendre, d'autant que ça peut être aussi un allié objectif du régime de Bachar al-Assad, dans la mesure où là où tu as des milices pro-turques, tu n'as pas des FDS qui viennent s'emparer de terres qui ne leur appartiennent pas. Alors pour répondre à un type qui fait semblant de ne pas comprendre et qui arrive la bave aux lèvres aussi sur mes analyses, mais j'ai proposé des images en parlant des milices turques vassalisées par HTS, j'ai proposé des images, moi je lis pas l'arabe, alors tant mieux pour toi si tu vois des logos, c'est pas HTS, c'est des milices pro-turques, c'est la même chose. Fait, voilà, si c'est pour venir la bave aux lèvres chercher. De toute façon, j'ai aucune leçon à donner à personne, j'ai aucune leçon à prendre de personne en géopolitique et autres. Je sais pas, alors si vous apparaissez de nulle part et vous ne vivez que sur YouTube, ça va, quoi. Je veux dire, je suis diplômé de l'enseignement supérieur et ce genre de dossier, je les suis depuis petit, quoi. Donc après, je sais qu'il vous faut une tête, un mec habillé en costume, propre sur lui, avec des étagères derrière, pour vous le dire, vous êtes tous formatés les rebelles. Mais bon, voilà. Moi, toutes mes analyses en tout cas, hein, qui sont à contre-courant au départ, pour lesquelles je me fais insulter, et ben à la fin, parce que vous avez une mémoire de poisson rouge, à la fin, elle s'avère être exacte. Voilà. Poutine, il est gentil. Les S-300 ont sécurisé la Syrie? Non, ça c'est des faits. Les Israéliens, ils font ce qu'ils veulent. Oui, mais tu comprends, il veut pas la guerre, mais il veut pas la guerre, il fait quoi là? C'est quoi là? On est en guerre, mais en plus, la réponse la plus con que j'ai entendue, je m'excuse hein, de m'étendre un petit peu, non mais il va pas répliquer. Donc un mec qui te tire dessus pour te tuer, tu vas pas répliquer parce que ça va être la guerre. T'as pas compris que Poutine il joue un rôle de... C'est un larbin en fait. C'est un larbin, Poutine. Il est juste là, il lèche la main de Trump et il aimerait bien être ami avec Trump. Si Trump lui fait les yeux doux, demain il lâche tout. Quand on veut être une grande puissance, on s'implique réellement. Moi j'ai vu ce qu'était l'URSS et comment ils agissaient avec leurs troupes, etc. Ils avaient une armée qui était moins bonne que l'armée russe actuelle. Je les ai vus contrer les Américains. Donc là, ce que je vois, c'est une pièce de théâtre. Je le dis encore une fois. Voilà. Tu partages pas mes analyses, mais tu veux discuter, tu discutes. Tu partages pas mes analyses et tu n'arrives pas à comprendre une vidéo de 10 minutes. Va voir. Voilà, il y a d'autres gens qui font des analyses, qui vont te convenir. Puisqu'en fait, tu cherches l'analyse qui te plaît, c'est tout. Tu cherches un scénario de film. La réalité ne t'intéresse pas. Revenons à l'Iran. C'est bien aussi de faire le point sur ce genre de choses, parce que c'est très simple. Qu'est-ce qu'ils veulent? Les Américains veulent pas la guerre. Ceux qui veulent la guerre, c'est Bolton, c'est les eschatologues, c'est les pro-sionistes américains, parce que l'eschatologie indique qu'il faut qu'il y ait une guerre avec les Perses, avec Édom, tout ça. Voilà. Je ne juge pas, je ne fais qu'exprimer. Voilà, ça aussi on va la faire simple. C'est une vidéo sans émotionnel. Je ne juge pas, ils sont tous gris. J'en ai rien à foutre de ce qui va se passer. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y ait une guerre. Voilà, déjà, on va désamorcer tout le monde. Je ne dis du mal de personne. Donc là, tu as des gens qui veulent pousser à la guerre. Mais aux USA, ils ont compris que là, la guerre contre l'Iran, c'était quand même coton, dans la mesure où l'Iran a une excellente armée, notamment ses Pasdaran, que je vais vous montrer là, qui sont une unité d'élite qui valent bien des armées européennes, et je suis gentil avec les armées européennes, parce que je te promets que, voilà, la seule différence qu'il y a entre une armée européenne et eux, c'est qu'il y a l'OTAN. Alors, les Pasdaran, une unité très très forte, un corps très fort, les gardiens de la Révolution, 300 ou 500 000 hommes, qui ont même des secteurs économiques, leur propre service de renseignement, des secteurs économiques qui alimentent leurs caisses, qui ont leur propre état-major, enfin qui sont assez autonomes, hein, et qui ne dépendent, je crois, que du président de la République ou du guide suprême, excuse-moi, du guide suprême.
Donc c'est leur garde d'élite. Rien que ça, déjà, c'est coton. Ce n'est pas 1500 hommes, ce n'est pas 2000 hommes, ce n'est pas 120 000 hommes qu'il faut. Il faudrait 1 million d'hommes. Mais avant ça, que veulent les Américains? Donc ils ne veulent pas la guerre. Ils veulent juste négocier. Alors l'autre grande gueule, il est arrivé, il a braillé, il a braillé. Ben, comme avec Kim Jong-un, comme avec tout le monde, personne ne l'écoute, personne ne veut négocier. Parce que là, les Iraniens ont refusé à deux reprises de négocier avec les Américains. Ben, ils leur ont dit, vous n'avez pas de parole. Quand vous signez un truc, le lendemain, selon votre humeur, le traité va durer voilà, le temps d'une humeur, quoi. Vous pouvez le déchirer le lendemain, en toute impunité, sans même indemniser les gens. Parce que lorsqu'on fait des traités, il y a une règle en droit. On ne peut pas te contraindre à un traité à vie. On ne peut pas te contraindre à un traité et ne pas en sortir. Mais on doit prévoir des instruments qui permettent une sortie, qui te permettent de dénoncer le traité, mais à tes risques et périls. Donc tu as des clauses, si jamais tu te casses du traité, tu dois indemniser les gens, tu dois indemniser, et tu as des clauses, des pénalités. Mais les Américains, les traités qu'ils dénoncent, ils se retirent, et ils ne payent rien, ils ne respectent rien, parce que dans ces traités, on doit prévoir des clauses. Sinon, à quoi ça sert de faire un traité? Je fais un traité, mais si demain je veux, je le respecte pas. Et le lendemain, je le respecterai. Ben, faites pas de traité à ce moment-là. Continuez à vivre vos trucs au fil des jours. Normalement, un traité, c'est pour installer une sécurité juridique. Se dire, bon, bah là, je viens de me contraindre pendant 1 an ou 2 ans ou 5 ans à rien faire. Mais lui aussi. Donc déjà là, je suis tranquille. J'ai pas besoin de penser à ça pendant 5 ans. Et un traité, donc on imagine des sorties. Voilà. Donc les Américains n'ayant pas de parole, comme tous les gens, comme les bêtes, enfin je m'excuse pour les bêtes d'ailleurs, parce qu'elles n'ont pas à avoir une parole, mais je veux dire, les Américains sont un peu comme des animaux, ils n'ont pas de parole. Les hommes, on reconnaît les hommes à leur parole. Tu as des milieux, voilà, la parole, le contrat se fait à la poignée de main, où on toque la main, et la parole vaut la vie, quoi. Ben, eux non, donc ils essaient de négocier avec les Iraniens leur ont dit allez vous faire voir, comme les Vénézuéliens, comme Kim Jong-un là qui s'amuse avec Trump, enfin voilà, donc encore une fois on voit la puissance de négociation de Trump et on voit ses méthodes, où vont ces méthodes de cow-boy qui ne peuvent que s'enliser dans l'édredon de la diplomatie. Voilà. Et puis moi j'aurais honte d'avoir un président comme Trump, comme Duarte, ou tu sais, des va-t-en-guerre, des chefs de gang, des cow-boys. Je sais pas, un président, je préfère qu'il ait la gueule d'Asselineau. C'est un type qui parle français, qui est poli, et quand je le vois, je suis un peu impressionné, quoi. Parce que le gars, il porte sur lui quelque chose, une prestance. Voilà, Duarte, on dirait un chef de gang. Je sais pas, t'as un président comme ça, t'as pas honte. C'est comme si ton grand-père, il se met à parler verlan, à écouter du rap et à brancher des filles de 16 ans. C'est un peu ça, c'est dans le même style. Revenons à nos moutons. Donc, une grosse partie des Américains ne veut pas aller à la guerre. Trump est allé jusqu'au bout de où il pouvait aller. Mais lui-même le dit, on ne veut pas la guerre. Par contre, il y a des gens derrière lui qui poussent, les néoconservateurs, et qui le tiennent, et qui, eux, veulent la guerre. Et qui peuvent l'avoir, hein, il suffit juste de pousser un petit peu plus. Mais quelle guerre veulent-ils? Et là, on a plusieurs scénarios. Et là c'est compliqué. Je pense que s'ils entament une guerre, eux, ça sera déjà sous les directives israéliennes. Les néoconservateurs, voilà, sont les larbins des Israéliens, c'est Netanyahou le patron, donc il va leur dire quoi? Il faut ramener l'Iran à l'âge de pierre. Donc la meilleure solution pour eux, c'est de détruire le pays sans s'y engager. Parce que pour s'engager en Iran avec ses montagnes, ses troupes d'élite, ses soldats pas impressionnés, et son matos, et son peuple, il ne faut pas 120 000 hommes. Il faut plusieurs millions d'hommes. Ça, c'est pour occuper le pays. Les USA, depuis très longtemps, n'occupent plus les pays. Ils n'ont pas les moyens. On n'est plus au 19e siècle. C'est fini le coup. Tu envoyais une compagnie de militaires et tu mettais à bas des pays parce que les gars, ils avaient que des lances et ils étaient impressionnés. Ils te voyaient arriver. Tu avais 2 vieux avions, 3 bateaux, un canon. Voilà. C'est fini cette époque. Là, les gens, ils se battent et ils se battent bien. Et eux se battent et valent l'armée américaine. En tout cas, valent l'infanterie américaine à l'aise. Surtout qu'ils sont sur leur terrain. Eux n'ont pas besoin d'un McDonald's, d'un ordinateur, d'être sur Facebook le soir, dans des tentes climatisées. Parce que c'est comme ça que combattent les soldats américains. Je les ai vus, j'ai vu leur base, notamment en Allemagne. On a vu leur base, moi j'y étais pas personnellement, en Arabie Saoudite à l'époque. Voilà, c'est des gens, ils bouffent McDonald's le soir, il faut qu'ils soient rentrés à 8 heures pour voir leur série. Voilà les guerriers. La plupart de leurs unités classiques de ligne, c'est des types c'est des gros porcs qui ont un petit mental. Ils ne dominent que parce qu'ils écrasent tout, parce qu'ils ont d'excellentes unités d'élite, parce qu'ils ont un rouleau compresseur qui fait que ça écrase.
Mais ils ont un petit mental, la preuve, ils rentrent d'Irak alors qu'ils ont dominé en Irak, ils rentrent d'Irak, il y a plus de morts après la guerre en Irak qu'en Irak même, avec suicidés, l'autre il tape sa femme, l'autre il tue son chien, l'autre il tue toute sa famille. C'est ce qu'on appelle les chocs post-traumatiques. Dans une société comme la société américaine, voilà, à moins d'être bûcheron ou d'habiter, je sais pas, au fin fond du Texas, là où les mecs vivent à la rude, beaucoup de gens, notamment les gens des villes, ne peuvent pas tenir une guerre, c'est fini, je veux dire, écoute, gars, en 14, ils ont envoyé des générations de campagnards qui vivaient à la rude et à la dure. Ils ont été traumatisés. Alors, c'est pas trois tarlousses qui remontent leurs pantalons au-dessus des chevilles, qui là vont, en plus, ils vont aller dans les montagnes iraniennes. Hein, je te dis pas, c'est pas ça qui va tenir mentalement. Non, non. Les Américains et les Israéliens veulent juste détruire une puissance régionale dangereuse, très dangereuse, et les Américains veulent juste la mettre au pas, donc ils n'ont pas besoin d'occuper. Puisqu'ils se disent à l'intérieur, de toute façon, on va tellement détruire qu'il y aura de nouvelles personnes qui vont émerger, qui vont prendre le pouvoir dans le pays. On va venir, on va leur proposer de l'aide, et on aura donc récupéré ce pays sans s'engager. Ah ben, tu peux pas coloniser un pays, c'est fini maintenant. C'est 4 millions, 5 millions d'hommes sur plusieurs années. C'est une résistance de façon que tu n'auras jamais. Et c'est des milliards et des milliards que tu déverses dans le pays, en armement et autres. Donc non, donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent ramener l'Iran à l'âge de pierre. Pour ramener l'Iran à l'âge de pierre, il faut détruire son infrastructure nucléaire, son infrastructure militaire et une partie de son infrastructure civile. On est d'accord là-dessus. Voilà. Alors, moi, je vais vous montrer la carte. Non, je vais vous montrer une carte des bases américaines, puisque les Américains, de toute manière, depuis longtemps, se sont mis autour de l'Iran, puisque l'Iran est sous embargo depuis, on va dire depuis 79, l'Iran est mis à l'index et subit des embargos, subit des attaques, Voilà un petit peu les bases américaines et autres. Alors, je vais vous en montrer d'autres, hein, plus explicites. On va juste enlever un petit peu tout ça. Je vous prie de m'excuser si je prends un peu de temps. Ramener l'Iran à l'âge de pierre. Alors, il y a du moyen. Pareil, les effets d'annonce, comme on a vu là, il envoie un porte-avions qui devait y aller, un groupe aéronaval qui devait y aller. Il envoie quelques B-52, je t'ai expliqué, moi mon ami, que les B-52 c'était juste pour la flambe, parce que c'est sûrement pas le type d'avion qu'on va utiliser au-dessus de l'Iran. Et si on faisait comme ça, ouais, ça c'est pas mal, mais j'aurais aimé ceci peut-être. Ah oui, ceci est bien ça. Alors, faut pas supprimer, monsieur. Hop, 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 hop. Adapté à l'écran. Voilà. Donc, ils se sont installés au fur et à mesure. Là, c'est des bases aériennes, et puis on compte pas les petits regroupements. Qui dit base aérienne, dit des troupes au sol, dit des troupes de tout. Hein. Je ne te parle pas aussi des flottes, il y a constamment une flotte. Donc là, il aurait envoyé, effet d'annonce, c'est effet de flambe. En fait, ce que fait Trump, c'est comme les dictateurs du tiers-monde. Hein. Il fait ça pour sa population intérieure. Là, il vient de dire que grâce à ses gesticulations, l'Iran n'avait pas attaqué les troupes américaines. En gros, l'Iran n'avait pas l'intention de faire quoi? N'avait l'intention de faire rien du tout. Ils n'avaient aucune intention. L'autre a gueulé, ouais, ils veulent attaquer, on va envoyer des troupes. Il envoie des troupes. Regardez, j'ai envoyé des troupes, ils n'ont pas attaqué. C'est exactement ça. Il est en train de se ridiculiser aux USA. Hein. Tu lis la presse américaine, même eux, ils n'ont pas marché dans la combine. Comme ils n'ont pas marché dans les pseudo-attaques de bateaux, ça sentait le false flag. Personne n'a embrayé sur ça. Personne n'a embrayé sur quoi que ce soit. À part Macron qui a embrayé sur la pseudo-attaque chimique en Syrie, du gouvernement syrien, alors que les Syriens dominent, soi-disant ils auraient utilisé du chlore et il aurait des preuves, il aurait une fiole. Alors est-ce que c'est la fiole de Colin Powell? Peut-être, hein, il se la passe de génération en génération, mais hormis Macron, personne n'embraye maintenant, ça marche plus leur mensonge. Voilà, on a mis le temps depuis 2003, mais ça ne marche plus. Tout le monde sait maintenant que ces gens-là, voilà. Donc la presse américaine, une partie de la presse américaine se moque de Donald Trump en disant que les méchants Iraniens ont collé leurs frontières près des bases américaines. Hein, et ont même collé leurs frontières près du porte-avions. Non, s'ils envoient une flotte là-bas, c'est sûrement pas pour faire la guerre. Tu vas pas mettre ta flotte à portée de tir dans le Golfe, là, qui fait 12 mètres de large. Voilà, t'envoies pas ton porte-avions à une flotte, puisque c'est la première chose qui sera visée. La première chose que tu fais, c'est de reculer ces trucs à distance. Donc, dès que tu verras des bateaux américains sortir du Golfe Persique, là, tu te diras, il va se passer quelque chose. De plus, on va y venir. Le Golfe Persique est, si tu veux,
Les Iraniens aussi ont de l'aviation. De l'aviation, non, non, on va pas le dire comme ça. Les Iraniens aussi ont de quoi faire. Ils ont ce genre de sous-marins, les Fateh. Alors il faut distinguer les eaux marrons, qui sont les eaux intérieures d'un pays, les eaux de rivière, les eaux de fleuve, les eaux bleues et les eaux vertes. Ouais, c'est ça. Et les eaux vertes, c'est les eaux près du littoral. Et pour ça, les Iraniens ont ce genre de sous-marins, ont des vedettes ultra rapides, ultra maniables, donc ils n'ont pas besoin d'avoir 50 milliards de frégates. Alors si, ils ont une frégate, hein. Par exemple, ils ont des frégates, ils les construisent eux-mêmes en plus. Leurs frégates, tu vois, ils ont des frégates comme celle-là, qui tirent un missile de croisière. Ouais, eux, comme la Turquie, arrivent à faire ce genre de choses. Les Saoudiens sont obligés de les acheter, mais les Iraniens ont ça surtout. Et ça, c'est ce qui fait peur à tout le monde, puisque c'est très silencieux. Des sous-marins de poche Gadir, qui naviguent dans des eaux de faible profondeur, les eaux proches du littoral, et ces Gadir peuvent infliger d'énormes pertes à une flotte américaine. Sans compter le reste, les batteries côtières qui tirent des missiles granit, les missiles qui partent de l'intérieur. Donc non, le fait d'envoyer une flotte, si la flotte elle est dedans, tant qu'elle est dedans, c'est bon signe. Mais en même temps, les Américains, malins comme ils sont, ils peuvent envoyer une flotte à sacrifier et attaquer en traître. Et c'est ce qu'on va voir. Alors vous m'avez tous demandé, donc on est d'accord, le scénario américain sera surtout de détruire les infrastructures iraniennes et de ramener l'Iran à l'âge de pierre. On est d'accord, c'est pas d'occuper l'Iran. Non, ils viseront un renversement de régime, ça c'est clair, mais ils se diront que le renversement de régime se fera par lui-même. Comment pourraient s'y prendre les Américains, l'OTAN, mais on va dire les Américains, aider des Israéliens qui interviendront, ça c'est sûr. Comment s'y prendront les Iraniens? Quelles sont les différentes hypothèses? Alors c'est très simple, hein. Donc là on a un petit peu l'idée des forces en présence, mais c'est trompeur, c'est pas le nombre de bases qui fait fait les forces en présence, parce que tu as par exemple les B-2 américains qui font des bombardements stratégiques hyper ciblés, ils peuvent partir des USA, bombarder et revenir. Ça prend une vingtaine d'heures, même pas. T'as d'autres troupes qui peuvent être projetées au dernier moment, qui peuvent arriver. Là, on n'en sait rien, mais peut-être que dans certaines de ces bases, on voit arriver des troupes en secret. Donc l'effet d'annonce de Trump et le test comme quoi il pouvait envoyer jusqu'à 120 000 soldats, c'est juste pour tester. Mais il y a déjà des troupes. Quand on envoie 1500 hommes, mon gars, ça coûte de l'argent. Pourquoi il envoie 1500 hommes? On sait très bien qu'il ne va pas envahir l'Iran avec 1500 hommes supplémentaires. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces 1500 hommes? Si ce n'est du renseignement et préparer l'arrivée. Dans des 1500 hommes, tu peux être sûr que tu as des néviciles qui vont aller un petit peu voir le littoral iranien. Hein, tu as des gens qui vont tester un petit peu pour repérer les batteries antiaériennes iraniennes et tout ce qui peut être caché. Et tu as des types qui vont préparer le casernement dans ces bases, donc monter des tentes, pour qu'à un moment donné, tu puisses voir arriver 500 000 hommes. Moi, je l'interprète comme ça, le fait d'envoyer 1500 hommes. Puis c'est aussi un petit geste politique. Donc comment faire au départ? Comment vont procéder les Américains au départ? C'est une armée occidentale. C'est une armée qui a une suprématie technologique. Qui a une suprématie technologique, oui, on va le dire comme ça. Et ça, c'est son point fort. Son point faible, c'est que sa technologie elle coûte très cher. C'est des gros jouets. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre un pilote ou un avion. Un pilote, c'est plusieurs millions d'investissements. Et un avion, c'est plusieurs centaines de millions d'investissements. Si on compte la MCO, si on compte tout un tas de choses. La maintenance, c'est le coût opérationnel. C'est ça la MCO. Parce que ce qu'on ne voit pas dans un avion, on voit l'avion, on voit le prix de l'avion, on ne voit pas le prix du moteur. Des fois, il n'est pas dedans. On ne voit pas le prix des missiles, ils sont pas intégrés tout le temps. On ne voit pas le prix de la maintenance. Et on ne voit pas le prix du coût opérationnel horaire. C'est à ça que tu vois qu'il y a certains avions comme le F-35, personne n'en veut, parce que c'est n'importe quoi. Si tu veux couler, bon. Donc, point fort, technologie. Point faible, technologie coûteuse. Et deuxième point faible, ne peuvent pas se permettre d'avoir des milliers de morts. Parce qu'ils ont quand même une opinion publique qui, même si elle est endormie ou manipulée, peut se réveiller et peut réagir. On a l'exemple du Vietnam, depuis on fait très attention. L'idée c'est d'avoir 0 mort par guerre. Bon, c'est pas possible, ils en ont. Mais c'est de faire en sorte que dans la tête du citoyen américain, c'est une guerre propre, où les femmes, les enfants et les bons soldats américains n'ont rien. Voilà. On peut tuer, mais il ne faut pas que ça trouble la conscience. Parce que le dimanche, lorsqu'on ira à la messe, ça peut gêner quand même. Je le dis ironiquement, mais c'est ça. Hein, c'est des gars qui tuent la semaine et qui volent et qui pillent.
hein, c'est leur histoire, hein, et qui vont à la messe le dimanche se confesser. On se demande qui y prie d'ailleurs. Mais bref. La première chose à faire, elle est simple, hein, c'est de détruire les défenses de l'ennemi. Comment ils vont procéder les Américains? Alors, je vais regarder aussi mes notes. Et puis, il y a des paramètres que, malheureusement, nous n'avons pas et que nous n'aurons jamais. Enfin, si, on peut les avoir. Si ça se produit. La réaction israélienne. Et jusqu'à quel moment elle utilisera, à quel moment elle utilisera son nucléaire. Parce qu'elle va l'utiliser, forcément. La première des choses, c'est... Alors, pareil, hein, on n'a pas parlé des armes secrètes, comme les EMP, les bombes électromagnétiques qui vont être testées, comme tout un tas de choses qui seront testées, qui sont par définition, donc armes secrètes, on n'est pas au courant. Mais les Américains ont plein de trucs comme ça, pour bloquer l'électricité, pour couper le courant, voilà. Et on ne va pas tout de suite parler du nucléaire tactique, mais il faut savoir que les navires américains, que les bases américaines, que Israël ont du nucléaire tactique, du nucléaire stratégique. Le nucléaire stratégique, c'est les grosses bombes qui défoncent une région. Le nucléaire tactique, ça peut juste défoncer un quartier de ville. Une ville. Le nucléaire tactique peut être utilisé à l'échelon, je sais pas, de l'armée. Le nucléaire stratégique, c'est les trucs, voilà, que tu envoies sur le pays même pour détruire ses villes, ses infrastructures. Là, on aura sûrement une utilisation du nucléaire tactique à un moment donné, puisque ça ne choquera personne. On va dire au fin fond de l'Iran, on a cramé, dans une vallée, on a cramé une concentration de 200 000 hommes, on a lancé un missile nucléaire tactique, ils sont morts, la zone est irradiée, ok, mais voilà, ça ne va pas impacter le monde. Donc il faut s'attendre à ça. Tu peux mettre du kilotonne, tu peux mettre du 5 kilotonnes, tu sais, les Américains et les Russes ont des armes portatives à dos d'homme, sorte de bazooka avec des obus nucléaires, mais de 0,5 kilotonnes. Ça va t'irradier une petite zone. Ça fait partie des choses dans l'arsenal qu'ils ont et qu'ils peuvent utiliser. La première des choses, donc, ça va être la suppression de tout ce qui est défense, défense anti-aérienne, défense côtière. C'est-à-dire les grosses redoutes, les grosses batteries côtières qui vont balancer des missiles anti-navires, anti-porte-avions. Comment tu fais? Ben, il y a eu une préphase, il y a eu l'espionnage. Il y a eu de l'espionnage à gogo, ça fait 40 ans qu'ils espionnent l'Iran pour connaître un petit peu leur centre. Alors, un exemple typique, les avions qui tournent, les Boeing Prowler, tous les avions qui sont utilisés par le renseignement électronique et qui tournent aux frontières de l'Iran, les drones aussi, pour tester un petit peu les réactions des défenses antiaériennes. C'est un jeu de cache-cache, comme ça on les repère. Alors, certaines sont mobiles et d'autres sont fixes. Pendant très longtemps, par exemple, les Américains avaient du mal à comprendre comment fonctionnait la défense antiaérienne iranienne centralisée. Ils se sont aperçus qu'ils utilisaient de la fibre optique. Parce que jusque-là, ils provoquaient un petit peu cette défense, mais ils voyaient des centres de commandement régionaux, mais ils ne voyaient pas comment ils dialoguaient entre eux. Et pourtant, il y avait une coordination pour suivre un drone, pour abattre un drone. D'ailleurs, hein, ils ont perdu plusieurs drones comme ça. Jusqu'au jour où ils se sont aperçus que les Iraniens utilisaient de la fibre optique, ça évitait justement qu'on puisse, en cas de guerre électronique, on puisse bloquer les centres de commandement de ces défenses antiaériennes. Alors l'Iran a du S-300, du S-200, du S... J'attire juste votre attention sur une chose. Alors les Iraniens ont une défense antiaérienne bien, mais elle pourrait être meilleure si les Russes ne refusaient pas de leur vendre des S-400. Encore une fois, Poutine, son rôle trouble, pseudo-allié de l'Iran, alors qu'il est en train, en ce moment... sous les injonctions de Netanyahou d'emmerder les Iraniens. Il y a eu des arrestations d'Iraniens et de milices pro-iraniennes en Syrie, à l'heure où je vous parle, parce que les Russes font ce qu'ils veulent, hein, ils sont en territoire conquis, hein, ils font ce qu'ils veulent. Les Syriens n'osent rien dire. Et il refuse. L'Iran vient de lui demander donc des systèmes S-400, c'est des systèmes défensifs. C'est des trucs, si on t'attaque, les missiles interceptent ce qu'on t'envoie. Ce ne sont pas des systèmes offensifs. Mais les Russes refusent de les vendre aux Iraniens, là. Vous avez vu un peu l'allié que c'est? Alors que les Iraniens là sont victimes, sont sous pression israélienne, sous pression américaine, qui leur disent clairement on va vous détruire. Vous devez vous faire une idée sur l'ami Poutine. Sachant que les S-400 sont vendus partout. Hein. Il les propose à la Turquie, l'Algérie en a acheté. En fait, voilà, ce type, c'est comme pour les S-300 et les Syriens, il a bloqué ça pendant 8 ans. T'as encore des gens qui viennent me dire Poutine il est gentil mais tu comprends rien. Mais oui, mais Thierry Messin a dit toi tu comprends encore moins parce que tu vas chercher les ragots d'un autre type pour te faire une idée.
Au moins, moi, j'ai un avis. Et puis, excuse-moi, voilà, tu vas me dire quoi encore? Tu vas me tordre comment, les événements, là? Ça, je ne prends que des événements publics, hein. Comment faire pour supprimer ces défenses antiaériennes et ces défenses côtières sans perdre trop de matos, puisque le principe, c'est que ces défenses-là attendent les avions et les missiles. Donc si tu vas avec tes avions ou avec tes missiles, non. Bon, déjà les repérer, je viens de vous en parler. Alors c'est très simple, il y a quelque chose qui, moi, je pense sera utilisé, c'est ça. Les essaims de drones. Mais avant les essaims de drones, on aura l'utilisation de ça. Alors ils sont furtifs, pas pour tout le monde, pas pour les Chinois, si pour les Chinois aussi, ils ne sont pas furtifs pour les Russes, il y a des techniques pour les localiser, c'est un peu plus compliqué de guider un missile jusque, c'est pour ça que ceux qui me parlent des radars aussi, mais des radars basse fréquence, ouais c'est bien pour repérer ces avions, on les voit ces avions, c'est juste que les radars qui te permettent de guider un missile jusqu'à eux ne sont pas assez précis, on les voit en utilisant voilà, des radars basse tension, mais les radars basse tension ils ont une... Je crois que c'est une portée décamétrique ou même hectométrique, hein, à 200 mètres près. Comment tu peux envoyer? Alors tu vas me dire, ouais, mais il envoie le missile à 200 mètres près, puis après, c'est l'infrarouge qui prend le relais. Non, ça marche pas comme ça. Donc, ces deux avions-là vont tourner dans le ciel iranien. Ils seront indétectables. Tant qu'ils n'émettent pas, tant qu'ils ne n'ouvrent pas leur soute, tant qu'ils lancent pas de missiles, ils sont indétectables. Eux sont là. Les drones que je vais vous remettre, les drones, eux, vont passer, vont mettre en action les batteries antiaériennes syriennes, eux vont repérer, les F-22 et les F-35 vont repérer où sont les principales batteries, puisque toutes les batteries n'opéreront pas, donc eux repéreront les batteries, et pourront guider les missiles, et les missiles notamment, bah écoutez, par exemple lui, hein, vous le connaissez, c'est les Tomahawk qui seront envoyés de très loin, missiles de croisière, hein, qu'on peut tirer à plus de 2000 km. Mais il y aura aussi eux, qui se chargeront avec des missiles exprès ARP, je crois, hein, défense antiaérienne, anti-batterie côtière. Il y aura des missiles adaptés, donc ça c'est des F-16, qui eux s'occuperont de détruire. Leurs missiles seront guidés par les avions furtifs qui sont déjà sur zone. Tu me suis, hein. Tu as aussi... le magnifique, alors non, lui il n'est pas magnifique du tout, c'est un F-35. Tu as aussi ça, hein, qui est le nouveau F-15. Il faut savoir qu'il y a plein de... les Norvégiens, les Israéliens et d'autres pays préfèrent acheter ces avions-là que des F-35. Ça c'est un F-15, F-15 Eagle. Enfin c'est plus l'Eagle maintenant, il est aménagé. Hein, parce que là on peut mettre jusqu'à... il y a 18 points d'emport. Je crois que c'est l'avion qui peut transporter le plus de missiles. Vous avez du missile, du Sidewinder, du Amram... Voilà, il y a un peu toute la panoplie là. C'est un excellent avion qui n'a jamais perdu un combat aérien. C'est un des meilleurs avions du monde. Le F-15, chasseur lourd. Ben voilà, eux après neutraliseront. Puisque les essaims vont subir les batteries antiaériennes. Les F-22, les F-35 vont repérer les batteries, guider les missiles de eux. Et à un moment donné, on va créer ce qu'on appelle un boulevard pour les avions. Et à ce moment-là, tout le monde pourra aller bombarder. Ça, c'est la première tactique. Pour les batteries côtières, c'est un peu pareil. Ça va être des missiles envoyés de très très loin. En tout cas, de plus loin que ne peuvent toucher ces batteries. Pour moi, c'est la première phase. C'est la phase d'affaiblissement stratégique. Parce qu'on ne peut pas engager de troupes et on ne peut pas engager l'aviation pour la phase de suprématie aérienne tant que les défenses antiaériennes adverses n'ont pas été supprimées ou amoindries. Parce qu'avec les Iraniens, ils vont toucher 50% ou 60% de leur batterie antiaérienne et leur batterie côtière. Il y a tout un tas de batteries qui sont mobiles et il y a tout un tas de batteries qui ne vont pas intervenir. Leur système S300, leur S200, tout ça, ils ne vont pas tous les faire intervenir. Donc utilisation de missiles pour toucher des sites de missiles, les batteries antiaériennes. Après, voilà, le but, il est là. C'est ensuite c'est de pouvoir passer l'aviation et d'opérer à l'affaiblissement stratégique, donc la destruction des sites de missiles, des silos de missiles, des batteries antiaériennes qui restent, les centres de commandement qui les gèrent, les centres de regroupement de troupes, les centres logistiques, tout ce qui peut être une menace ou alimenter l'effort de guerre iranien va être visé, les batteries côtières, les bases aériennes.
Mais avant, il faut supprimer donc ces défenses. Il y aura du missile de croisière balistique, du missile de croisière, du balistique, qui seront aussi utilisés, puisqu'ils peuvent être tirés de très très loin. Hein. Donc les Iraniens, alors on va y venir. Hein. On peut même envisager l'utilisation de commandos en profondeur pour attaquer certains sites, certains centres de commandement, voire même essayer de taper des généraux ou des gens importants de l'état-major. Et ouais, des Navy Seals, les Rangers, qu'est-ce qu'il y a encore, la 92e Airborne, toutes les troupes d'élite américaines ont ce genre d'unité qui peut rentrer en profondeur quelque part chez l'ennemi et enlever. Ça a toujours existé. En France, on avait ce qu'on appelait les CRAPS, maintenant c'est les groupements commandos, qui peuvent faire ça, c'est de l'action en profondeur, pour détruire, saboter, enlever, tuer des officiers, notamment des officiers importants, pour désorganiser. Donc on peut aussi envisager des commandos en profondeur pour attaquer des S-300, des systèmes S-300, pour attaquer pour intervenir dans des zones difficilement accessibles pour les avions, ou parce qu'on n'a pas la totale suprématie aérienne. Donc pendant qu'on ouvre un boulevard pour les avions, qui après neutraliseront très vite l'armée de l'air iranienne, c'est de la merde. Hein. Soyons honnêtes, c'est de la merde. Elle tiendra même pas une semaine. Hein. Je vous le dis. C'est pas le courage, c'est juste que bon, ils ont des avions, on dirait du modélisme, hein, on dirait de l'aéromodélisme. Et puis ce qui reste, c'est des F4, des F5 Tiger, des avions, je sais pas, c'est comme si tu veux te battre, c'est comme si tu veux faire lutter contre une Formule 1 avec une 2 chevaux, quoi. Donc, d'ailleurs, ils sortiront pas ces avions. Excuse-moi, regarde, je vais te montrer un avion iranien. Ouais. Tu vas me demander le Tipeee de l'Iran après pour pouvoir les aider. Non, non, mais regarde le F-15. Hein, non, mais je te dis, regarde bien le F-15, parce que là, ça va te faire un choc. Voilà. Et regarde ça. Ça, c'est un Sukhoi 22. Ça a 30-40 ans. Avec des missiles croisière iraniens, c'est excellent, parce qu'il y a peu de pays qui arrivent à faire des missiles de croisière. Mais bon, il y a 30 ans de retard par rapport aux USA. Le missile. L'avion, il a 40 ans de retard, je veux dire. C'est même avec un fusil de chasse, tu le tombes. En plus, c'est un avion d'attaque au sol, tu vois, donc bon. À moins de s'attaquer, je vois pas ce qu'il va faire. Voilà. Non, non, les Iraniens vont pas se laisser faire, certes, mais leur aviation, ils savent très bien que eux, ils ont trouvé une alternative plutôt qu'être toujours derrière les Européens et derrière l'OTAN en matière d'aviation, parce que l'avance, elle est énorme. Hein. Il y a 2 gouffres. Ah, les Iraniens, eux, ils ont préféré ça. Ils ont préféré. C'est ce qu'ont fait les Russes hein, quand ils n'avaient pas la bombe atomique. Hein. Ils ont développé des missiles balistiques en se disant si les Américains nous lancent des bombes atomiques, entre 45 et je crois 48 ou 52, il me semble, je sais plus quand est-ce que les Russes ont fait leur première bombe A, grâce aux époux Rosenberg et à Fuchs notamment, hein, parce que ils avaient beaucoup d'espions qui leur ont permis de gagner du temps. Est-ce que c'était en 48 ou est-ce que c'était en 52? En tout cas, tant qu'ils ne l'avaient pas pour contrer les Américains, parce que c'était à ce moment-là, c'était très tendu, c'était la vraie guerre froide, c'était même la guerre glaciale, hein, et c'était pas des boules de neige. Ils ont développé des missiles et des systèmes anti-aviation. L'aviation occidentale a toujours été supérieure à mon sens. Les Russes ont développé, tu vois, ils ne sont pas allés sur le terrain, la zone de confort de l'autre, ils se sont dit il a des meilleurs avions que nous. Même si on a des beaux avions, on va faire des systèmes anti-aériens et le neutraliser. Puisqu'il a l'épée, je vais créer un super bouclier. Et en matière de bombes atomiques et même de missiles de croisière, hein, les Russes ont des missiles de croisière depuis 20 ans, 25 ans, c'est tout. Il me semble. Hein. En tout cas, les autres pays, non, il y a plein de pays qui n'en ont toujours pas. Et bien les Russes se sont dit, ils ont une bombe atomique, on va créer des missiles balistiques, on va leur en lancer des centaines sur leur ville. Ça fera le même effet. Et ben, les Iraniens, eux, ont développé ça. Missiles balistiques. Ils ont mis le temps, mais maintenant, ils ont la capacité d'avoir leur propre missile. Tu veux du missile iranien? Ben, je t'en montre. Ça, c'est un Osv, ça. Regarde, hop, un Osv. Alors, je te les balance comme ça, hein, pêle-mêle. Tu veux du missile iranien? Puisque les Iraniens peuvent maintenant développer une industrie. Ça, c'est un missile de croisière, ça. Voilà. Guidé. Tu vois, ils ont pris le temps, mais ils ont développé leur propre armement. C'est ce que font les Turcs aussi. Il y a plus d'une centaine de projets. Et ouais, c'est qu'ils ont passé la phase on achète. Ils ont passé la phase on achète, on imite. Ils ont passé la phase on achète, on imite, on essaye un peu de bricoler. Là, non, ils en sont à la phase de maintenant, on construit nous. On n'invente rien d'exceptionnel, hein, parce qu'il y a encore un gouffre avec des pays comme la France qui innovent, qui est à la pointe. Mais voilà, il n'y a plus qu'une division d'écart. Là où il y en avait 5 ou 6 avant.
Et il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se permettre ce que fait l'Iran. Voilà. Moi je vous le dis, il y a moins de 10 pays dans le monde qui font. Et l'Iran le fait avec embargo. Donc vous voyez. Donc la première chose que feront les Iraniens, bah, c'est de balancer. Ils activeront leur guérilla. En Irak, au Liban, en Syrie. Ce qui sous-entendra attaque contre Israël sur 3 fronts. Front nord Hezbollah, le front ouest syrien, et le Hamas qui va aller essayer de fixer un peu des troupes israéliennes en attaquant par le sud certains objectifs, je pense certaines villes, essayer d'occuper des villes pour fixer des troupes. Et les Iraniens qui vont te balancer du missile. Et le Hezbollah qui te balancera du missile. Et ça va être du 1000 missiles à l'heure. Parce que je pense qu'ils ont des gros stocks. Alors, même si tout ça n'arrive pas, même s'il y a des systèmes comme Dôme de Fer, même si tu as le système Aegis américain, par exemple, qui est le premier système de défense, puisqu'il est monté sur des bateaux, c'est le premier système, c'est la première couche. Après, tu as d'autres couches. Voilà. Même s'il y a ce genre de choses, il y aura des missiles qui vont tomber et ça va détruire. Les guérillas entreront en action, l'armée syrienne rentrera en action et on sera dans un conflit. Que vont faire les Russes? Que va faire Gog? Parce que là, il sera... voilà, ils vont lui dire, bon, tu viens avec nous maintenant, t'es avec nous ou pas? S'il y a attaque, c'est ça qui est... Les Iraniens ont dit, vous nous attaquez, on va tout lâcher. On va lâcher les chevaux. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Israéliens? Ils vont tenir une semaine. Et puis ils vont être submergés, parce qu'en face, ça va être des millions de gens. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser leur assurance vie. Bon, ils vont lancer des missiles nucléaires. Pour peu que les Iraniens, en plus, lancent en seconde, troisième vague du chimique, et là, tu peux être sûr que même les Américains vont utiliser leur nucléaire. Lorsqu'ils ont envahi l'Irak, ils ont adressé un message à Saddam Hussein. S'il y a une seule goutte de chimique, s'il y a un truc de sale dans vos trucs, on utilisera du nucléaire et on vous vitrifie. Voilà pourquoi Saddam Hussein n'a pas utilisé son chimique. Le nucléaire américain a servi d'assurance vie. Là, les Israéliens, de toute façon, mort pour mort, ils vont tout balancer. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 5, 6, 7, 10 villes iraniennes, des villes irakiennes, des villes syriennes, beaucoup de villes touchées. Et puis, ça va être l'Holocauste dans la région. Parce que là, ils ne vont pas lancer un missile nucléaire de 0,5 kilotonnes. Là, ça va être des têtes nucléaires de 10 mégatonnes. Ils vont se taper Téhéran, tout ça. C'est ça qu'il va avoir. Et pareil, ils vont tout lancer. L'OTAN sera obligée d'intervenir, l'Europe sera obligée d'intervenir. Que feront les Russes? Si les Russes interviennent de l'autre côté, la guerre ira en Europe. Alors, moi j'ai beau tourner le problème dans tous les sens, je vois pas comment on peut échapper à ce genre de choses. Si les Américains attaquent pour détruire le régime iranien n'a plus que cette possibilité. Jouer son va-tout. Alors peut-être qu'ils vont d'abord viser les Américains avant de viser les Israéliens, mais les Israéliens interviendront. Depuis le temps que Netanyahou et l'armée israélienne attendent. Depuis le temps qu'ils demandent aux Américains d'y aller. Allez-y, on vous suit. Depuis le temps qu'ils passent leur... Depuis le temps, ils sont obligés d'y aller. Et s'ils y vont, les autres en face aussi les attendent depuis un certain nombre d'années avec la frustration des défaites, les territoires conquis, les attaques comme, je sais pas, t'es Syrien, t'as plus de 100 ou 150 attaques israéliennes par an. T'as un petit ressentiment aussi, donc ils vont y aller. Donc voilà, ça va vite partir en vrille. Voilà pourquoi ceux qui jouent à ce petit jeu dangereux-là ne savent pas qu'à un moment donné, c'est comme dans l'escalier, la vieille elle est là, elle tient la rampe, d'un coup elle commence à partir au ralenti, après ça part de plus en plus vite. Alors, excusez mon image, j'ai pris une image qui interpelle, mais bon. Il y aura bien sûr des attaques contre les intérêts US partout, puisque tu as aussi des équipes les Iraniens aussi savent faire, tu as des équipes de tueurs qui sont un peu partout et qui vont aller viser des gens intéressants, puisque si on les tue, ça va désorganiser un petit peu la chaîne de commandement américaine, ou ça va désorganiser un truc, ça peut être monsieur tout le monde, mais le type gère des docks où vont être entreposés des matériaux, ça peut être des lieutenants-colonels qui dirigent tel ou tel machin et qui vont rejoindre leur base, ça peut être, voilà, tu vois, ça existe aussi, les Russes avaient ça, notamment en Europe, des gens qu'on pouvait activer s'il y avait une guerre. Ils ont passé leur vie en Europe, et ces gens-là pouvaient être activables à un moment donné, ils avaient une cible, pas deux, une cible, il fallait qu'ils la tuent. Ils connaissaient tout de la cible. C'est pas du John le Carré, c'est une réalité. Pendant la guerre froide, il y avait ce genre de... Et bon, ces gens n'ont jamais servi. Je
pense qu'on les a réutilisés à autre chose, à moins que certains se soient dégagés un petit peu de leur... Quoique ça m'étonnerait que tu te dégages du KGB comme ça, puisqu'il a ton dossier, donc il va te menacer de te balancer. Bref. Ça, c'est les hauteurs du Golan, tu vois, par exemple, les Syriens vont y aller pour ça. Donc ça peut vite déraper. Ensuite, bah, tout dépendra du nucléaire ou pas. Si le nucléaire a été utilisé, bah, ça va être compliqué, oui, ça va être compliqué. Je pense qu'il y aura des débarquements et puis des parachutages. Donc, que les Américains essaieront de prendre Téhéran. Il y aura des troupes aéroportées en nombre, puisque là, la suprématie aérienne, ils l'ont. Hein. Et donc ça se battra au sol avec ce qui restera, puisque je pense que s'il y a utilisation du nucléaire, il y aura plein de zones irradiées. Alors les militaires américains ont des combinaisons pour ça, et puis à condition de ne pas rester trop longtemps sur zone aussi, hein. Parce que je crois que la combinaison ne fait qu'atténuer. Hein. Mais voilà, donc après ça va être quoi? Après c'est Mad Max en Iran. Et puis dans toute la région. Puisque ça partira forcément en guerre régionale et en guerre mondiale ensuite. Tout le monde va s'impliquer. Eh ouais, le pétrole va pas passer. Les économies vont être bloquées. Les Européens vont se mettre du côté de l'OTAN. Les Chinois vont intervenir parce que ça va mettre en péril leur économie. Tout le monde va choisir son camp. Le monde musulman va se diviser. Il y aura une partie qui ira vers l'OTAN, une partie qui ira vers les chiites. Le Maghreb va adopter quelle posture? Tout est compliqué. On assiste à quelque chose qui peut devenir... voilà, j'ai beau analyser les différents scénarios, je retombe toujours sur ce genre d'écueil. Hein, ça démarre avec une phase de guerre classique, hein, un affaiblissement stratégique, et puis ça finit très très vite en missiles nucléaires, en chimique. Après, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir que des gens qui auront la haine et des millions de gens qui vont se diriger vers Israël. Ce qui restera, les Israéliens, voilà, il y aura des morts de partout. Je pense que si tu prends 100 ou 150 missiles, 150 000 missiles sur un territoire aussi grand que de départements, tu risques d'avoir beaucoup de villes qui vont morfler. Sachant que, en plus, la population Israël, si tu veux une comparaison, faut multiplier par 6. Alors imagine, ils ont 1 million de morts. C'est comme si tu as 6 millions de morts ici, par exemple. Alors, je sais peut-être pas le bon chiffre, non. Vu le thème, on va encore croire que je fais de l'humour, je fais pas de l'humour, là. Hein. Du tout. En face, il y aura des centaines de milliers de morts aussi. Hein. Je veux dire, il y en aura toujours plus. Mais... Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Après, oui, voilà, la seconde phase, voilà, combat intérieur, extérieur. Mais après, ça sera la guerre mondiale, et puis utilisation du tactique partout. Si les Russes se mettent côté iranien, ben on va voir des armées russes, des vagues de millions d'hommes débarquer et aller jusqu'à Brest. Des hommes qui sont sacrifiés en plus, hein, parce que les Russes bombarderont tactiquement toutes les grandes villes européennes et tous les centres industriels et enverront ces hommes traverser ces zones. Voilà, sachant qu'il y a une deuxième armée de réserve, enfin il y a plusieurs armées de réserve qui attendent ensuite, quand tout sera fini. Voilà, les Américains, ce qu'ils vont s'investir en Europe, non, ils vont protéger leur territoire. Donc on aura le Moyen-Orient et l'Europe détruite, une bonne partie du monde détruit, des millions de morts. Tout ça pour quelques cinglés, hein, qui veulent aller, comment dire, réaliser des prophéties, ou quelques cow-boys cinglés qui vont emmerder des pays jusqu'au moment où, voilà, il fallait qu'ils tombent sur un os. Voilà, ça c'est un missile Souman iranien, tiens. Je te le mets là. Je l'adapte à l'écran. Voilà, donc tu vois. Missile de croisière. Land d'attaque, c'est quoi ça? Sol-sol? Enfin en tout cas voilà. Ah, de toute façon ils attaquent toujours land. Je pense que c'est du sol-sol, enfin je sais pas, il faudra aller voir. Alors, ils l'appellent comment eux? Ils l'appellent Soumar. Il y a une sous-hypothèse aussi, c'est que l'Iran a déjà des armes nucléaires. Alors rigolez pas, ça a déjà été évoqué, hein, parce qu'avec sous l'administration Obama, les Américains, en tout cas il y avait des fuites, avaient l'impression que les Iraniens avaient déjà acheté sur étagère, comme on dit, des bombes nucléaires, des missiles nucléaires aux Pakistanais. Et voilà pourquoi ils étaient 6 sur 2 et ils sont encore 6 sur 2. Donc peut-être que, et rien n'empêche, parce que les Saoudiens aussi sont suspectés d'en avoir acheté, rien n'empêche donc les Iraniens d'avoir quelques missiles nucléaires aussi. Bon, bien évidemment, les Iraniens viseront aussi les Saoudiens, mais je pense qu'ils vont viser les Israéliens et les intérêts américains d'abord.
Donc ça va affecter les pays du Golfe, tout ça. Mais voilà, oui, il y a une filière Iran-Pakistan-Corée qui fait que les Iraniens ont peut-être aussi ça. Voilà, j'ai essayé de répondre un petit peu à comment ça risque de se passer. Qu'est-ce que ça va apporter? Il s'agit juste d'un scénario, d'une synthèse de plusieurs scénarios. Ça n'a pas plus de prétention que ça. Je ne dis pas que ça va arriver, il ne s'agit pas d'une prévision. Mais on essaye d'envisager un peu comment ils pourraient faire avec tous leurs jolis jouets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va vous remettre un peu de la carte hein, pour que vous fassiez une idée. Nos amis apprentis sorciers américains, voilà, avec des effectifs, nos amis apprentis sorciers américains vont emmener le monde à la guerre. Tous les gens qui nous traitent de complotistes, quand on va être en guerre, que ce soit cette année, l'an prochain, moi je donne pas de date. Hein. Je veux pas finir comme Rorschach. Il est balèze Rorschach. Hein. Il fait tapis au mois de mai, il se loupe, il se trompe, et il arrive à faire une vidéo où il nous traite tous de moutons parce qu'il s'est trompé et qu'en fait il a raison. C'est un peu ce que j'ai retenu. Bref, c'est assez rigolo. Non, moi je vous dis juste, écoutez les gars là, je parle pas d'eschatologie moi. Je vous dis que soyez aujourd'hui, demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, ou dans la décennie là dans laquelle on va rentrer, tout le monde annonce une guerre de ce calibre. Si tu veux, toutes les merdes qu'on a semées, toutes les merdes qu'on a faites, et nous on y est aussi pour partie responsable de par notre inaction, parce qu'on est incapable de se regrouper, nous en tant que peuple, pour défendre nos droits. On est incapable de faire les regroupements qu'on a vus pour le Vietnam ou pour d'autres guerres, où des millions de gens se levaient pour dire on arrête la guerre. Et c'est ce qui a fait arrêter la guerre du Vietnam, par exemple, pour quelques années après, mais ça a permis. Là, on n'est même plus capable de faire un contrepoids. Donc, toutes ces saloperies, on va les récupérer là, à un moment donné. Là, je te parle de bon sens. C'est qu'il y a tellement de tensions, il y a tellement d'armements, il y a tellement d'enjeux, et il y a tellement de tarés qui veulent pas lâcher. Et les tarés, là, ils sont plutôt côté OTAN. Parce que si on continue à me dire que l'Iran, c'est des terroristes, machin, excuse-moi, lorsque je regarde l'histoire de ce dernier siècle, les plus gros terroristes et les plus gros meurtriers, ils sont sûrement pas perses. Hein. Voilà. Et je te le dis, j'ai pas d'intérêt en Iran et je juge pas, je dis, je regarde les faits. Et ces gens-là ont attaqué le monde entier et ils arrivent à te faire croire que leurs victimes sont des terroristes. Eh ben, c'est toi qui brasses avec les Saoudiens et avec Daesh et avec Al-Qaïda. Et voilà, et quand sur un de mes posts, n'importe quoi, t'es complotiste. C'est pas moi, c'est l'armée américaine qui reconnaît que Daesh et Al-Qaïda sont des alliés objectifs. Alors après, chaque fois, avant de mettre ton post, coupe-toi les mains déjà, avant d'écrire un post. Voilà les amis, donc regarde, je te remets la carte, hein, ça va t'interpeller. Il n'y a pas beaucoup hein, entre l'Iran et Israël. Et voilà, les fronts. Le front nord, alors attends, là, je suis au Liban. Le front nord, le front est, les Iraniens derrière en couverture en artillerie, et le front sud avec Gaza et les Gazaouis. Et bien évidemment, hein, sois honnête, les Jordaniens vont s'en mêler, tout le monde va, on reconnaîtra, il y aura plus de traité, il n'y aura plus rien. Donc tu vois, voilà, quand je parle de front est, je pense que ça va déborder en Jordanie. D'autres images, est-ce que j'ai des images pour toi? Ça c'est le risque, hein. C'est le gros risque à la fin. Voilà. Merci, merci l'État, merci Netflix, merci la civilisation. On va se faire défoncer comme des cons, parce que t'as des types qui sont complètement tarés et qui vivent. Enfin bref. Non mais si, il faut. Alors, excusez-moi, hop. Ouais, c'est un petit peu. Faut le dire ça aussi. Faut le dire quoi. Je voulais une belle image à la fin. Attends, voilà. Je prends vos questions. Pour ceux qui ne sauraient pas comment ça marche, c'est très simple. C'est en pré-approuvé. Donc tu mets ton post et puis moi j'approuve une fois par jour. Je prends tous les posts intelligents, intéressants, même ceux qui me contredisent tant qu'ils ne m'insultent pas. Il y a d'autres vidéos qui arrivent, mais là cette semaine je vais être un peu relax. Et samedi, alors je m'excuse hein, Al-Jadas, samedi ça sera toi, si tu as envie de venir en talk. Voilà, ça, je ferai un talk comme ça. Hein. Je vous rappelle que les talks, c'est pas une obligation les amis, donc si vous voyez des samedis où je fais pas de talk, là on rentre dans la période d'été, c'est que j'ai autre chose à faire. Et c'est vrai qu'en ce moment il vaut mieux être dehors, vu le climat, qu'être sur YouTube où ça sent un petit peu le rance et l'opportunisme. Voilà, donc je suis en train de voir, non, il n'y a pas de... Peut-être cette image aussi, pour vous donner une idée de ce que c'est un essaim de drone. Parce que ça, c'est le concept de combat, le concept d'avion du futur. Alors là, on a un gros bombardier. Hein, non, c'est pas un bombardier, je dis des conneries. Ça, c'est un transport de troupes.
pas, un truc de para, ça on dirait un Hercule C-130. Alors je m'y connais pas, hein, je suis pas le connaisseur. Et là vous voyez des drones, vision d'artiste. Donc l'objectif des forces aériennes pour le futur, c'est d'avoir des essaims de drones dirigés. En fait, c'est d'avoir le moins d'hommes possible. T'as quelques avions avec des types qui auront à leur disposition des essaims de drones qui pourront combattre en formation, et c'est en train de se faire et ça marche, qui pourront combattre en formation resserrée, en faisant des figures. Ces essaims de drones serviront à saturer les batteries et les défenses antiaériennes pour permettre justement de les localiser, de les faire réagir. Comme ça on peut choper leur fréquence et on peut leur balancer des missiles anti-défense antiaérienne. Ces essaims de drones permettront aussi d'attaquer des avions. Et on a, vous voyez, c'est un autre concept, c'est fini les concepts de combat dogfight, c'est-à-dire un avion contre un avion comme on a pu le voir, comme on peut le voir encore des fois, enfin on le verra encore. C'est fini, déjà on avait changé de concept de combat aérien puisque les avions ne se voient pas. On a changé du tout au tout, mais même je veux dire militairement, les forces de l'OTAN, elles te voient pas quand elles te tirent dessus. Elles te tirent dessus de très loin, tu peux pas leur tirer dessus. Voilà pourquoi ils n'ont pas de troupes. Voilà. Là, on a le concept du futur, le concept qui va être testé aussi avec le SCAF, l'avion de 6e génération franco-allemand pour l'instant. Je pense que ça va finir en franco-franco, hein, en franco-français, comme pour le Rafale, hein, parce que les intérêts sont divergents. Hein. Les Allemands et les Français sont en collaboration pour un avion de 6e génération et pour un char du futur, sachant que les Allemands sont très bons en char et les Français sont très bons en avion. Normalement, on devrait s'y retrouver, mais bon, le problème, c'est que les Allemands ont des désirs que les... Voilà, par exemple... ils refusent certaines exportations parce qu'eux sont plus clean que nous, ils refusent d'exporter à des pays comme les Saoudiens, et la France dit non, non, mais attends, si nous on n'exporte pas, il y en aura d'autres qui exporteront. Voilà, c'est deux positions, à vous de choisir la vôtre. Ces deux positions et deux manières de voir les choses qui se tiennent à mon avis, hein, une position morale d'un côté et une position pragmatique de l'autre. Donc voilà, essaims de drones. Ces essaims de drones sont opérationnels à l'heure où je vous parle et servent déjà à détecter des batteries antiaériennes, ce qui permettra à d'autres avions de les sécher. Voilà, je pense qu'on a tout. Je vous souhaite une bonne semaine. Nous sommes mardi. Je vais aller me faire un café. Merci à toutes et à tous du suivi. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux mes vidéos. Comme ça, de manière à avoir de nouveaux abonnés, de nouvelles personnes, et puis des personnes bien, et puis voilà, et puis c'est tout. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. C'était El Loco et j'espère que le son sera bon.